Bonsoir mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un réalisateur. Il s'appelle monsieur Yann Mambo. Il a accepté notre invitation. Yann Mambo, bonsoir. Bonsoir, tonton Jacques. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de la réalisation, de la production, mais aussi surtout de cet événement, on va le dire comme ça, plus de couleurs, bien sûr. Oui, certainement. En tout cas. Alors, nous vous recevons pour la première fois. Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur également. Parlez-moi un tout petit peu comme ça de votre structure de production. Au fait, ma structure de production en elle-même, comment dire, je suis, pour être assez plus explicite, je ne travaille pas seul. Okay. Je suis entouré de beaucoup de personnes. J'ai une grande équipe derrière moi, une équipe qui travaille d'arrache-pied pour donner le rendement que tout le monde apprécie à la télévision. Mais entre autres, il y a une personne dans l'ombre qui m'a beaucoup soutenu, surtout ces derniers temps, pour être ce que je suis. C'est une personne que je salue de l'OLA, Monsieur Gauthier Mascotte, avec la structure Lennox Production. Et voilà, donc nous essayons de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour un bon rendement dans l'audiovisuel. Il faut reconnaître d'ailleurs que ce que vous faites, c'est bien, donc il n'y a rien à dire. Moi, je vous connais il y a très longtemps, mais je ne vous imaginais même pas un seul jour, un seul moment dans la production et la réalisation. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a motivé dans ce sens-là? Ben oui, bien sûr. Donc c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Tout remonte à il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans, parce qu'on était jeunes à l'époque. Il y avait 80% de mon entourage qui faisait de la musique, entre autres Lexus Legal, Marshall Dixon, Pachabay et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas peut-être citer. Et il y en avait tout plein d'ailleurs à l'époque. Tout plein. Et on souffrait d'un grand problème. Ce problème, c'était un manque de management. Le business congolais, le showbiz congolais n'existait pas et n'existe pas toujours jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et il fallait qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui puissent se lever et apporter leur petite pierre afin que les choses se construisent comme il faut. Et là, j'ai rencontré des gens, pas une personne, mais des gens, donc, dont toi, tonton Jacques, et surtout un monsieur qui a beaucoup marqué ma carrière, un monsieur que je respecte beaucoup, qui est pour beaucoup dans ce que je suis, monsieur Steve Condé, que je salue, et son ami monsieur Gintoto. C'est comme si je peux dire, mes deux pères dans le métier. Les pionniers dans la réalisation et la production. Voilà, c'est un peu ça. Je vais vous prendre au mot un petit peu. Vous avez dit que vous aviez remarqué à l'époque qu'il y avait un problème du côté du showbiz congolais. Vous avez dit que ça n'existait pas et même que vous avez remarqué que jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, quelque part, on peut dire que votre travail a été vain. Non, dire que mon travail était vain, c'est, comment dire, ce serait peut-être n'est pas employer la bonne expression. Actuellement, je peux donner un autre exemple. La musique congolaise est, pas par terre, mais est vraiment très basse. En hibernation aussi, je pourrais dire. Mais il y a des artistes congolais aujourd'hui qui hissent haut leur nom, mais qui n'hissent pas forcément la musique. Parce que je dis toujours, pour qu'il y ait un premier, il faut qu'il y ait un dernier. Tant qu'il n'y a qu'une seule personne dans la salle de classe, et qu'elle soit brillante ou pas, on ne sait pas l'évaluer. Donc moi, mon souci avait été que les artistes que je propulse ou que j'aide évoluent, mais pas seulement eux, mais les autres aussi, qui est une structure, une énorme structure qui se relaie et puisse aider les autres aussi à pouvoir prendre de l'envol. Donc mes artistes à moi aujourd'hui, je peux dire que tous les artistes avec qui j'ai travaillé ont eu une carrière assez prolifique, mais on aurait aussi bien voulu que les autres aient la même... Donc on peut dire que la réalisation, la production a marché. Les artistes avec qui vous avez collaboré, oui, ça marche, mais le showbiz en soi, il y a toujours rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'élément déclencheur qui pourra donner le go? Puisque vous êtes en plein dans la production, mais vous êtes aussi dans le management. Oui, au fait, il manquait un truc, mais je crois qu'avec le temps, avec les personnes que j'ai rencontrées, surtout ces quelques mois,
ces quelques derniers mois. Je pense que dans les jours qui viennent, on pourrait changer les choses. Il manquait au fait ce que moi j'appelle une chaîne de production. C'est-à-dire, aujourd'hui, je connais Tonton Jack, qui est présentateur, qui est un cadre dans une grande chaîne de télévision, qui pourrait nous aider dans ce sens à pouvoir promouvoir les artistes. Moi, je suis réalisateur. Je pourrais réaliser des clips pour ces artistes. Je connais par exemple mon ami DJ Daddy chez Radio Capi, qui s'occupe de la programmation de la playlist, qui pourrait les booster à la radio. Je connais des gens comme Patient Ligodi, qui a sa propre radio, etc. Des gens en tout cas Donc il faut une sorte de réseau. De réseau comme ça. Et on choisit des artistes. On crée un colloque où on pourrait statuer sur un artiste. On se dit non, celui-ci, si on essaie d'investir sur nos potentiels et nos finances, peut-être que dans une année, il pourrait être prolifique, il pourrait donner un bon rendement. On s'investit à fond et c'est là que ça pourrait se faire. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ont des structures pour faire cela, mais ils ne le font pas. Ce n'est pas de leur faute, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent susciter ces idées en eux. Est-ce que c'est pas aussi quelque part par rapport aux artistes eux-mêmes, à la musique, parce que vous avez dit vous-même que la musique congolaise est un petit peu en hibernation? Oui, bien sûr. Il y a aussi de ces artistes qui sont, excusez-moi le terme, assez parano, qui sont toujours sur la défensive, surtout quand ils sont sur des propositions un peu sérieuses. Bon, peut-être que dans leur milieu, on leur propose des trucs pas assez concrets comme ça, mais quand tu lui proposes un truc, surtout quand c'est sur papier, ils se méfient. Du coup, moi j'ai tenté le coup avec beaucoup d'artistes et bon voilà, je vous cache le résultat. Là, ce sera peut-être hors antenne, voilà. On va peut-être en parler. Moi, je vais vous proposer, à vous et aussi à tous les téléspectateurs, de regarder un des clips que vous avez réalisé, mais c'est un clip assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel parce que ce soit le tournage ou tout ce qui tourne autour de ce clip, tout cela est exceptionnel. Vous allez nous donner des explications juste après cette diffusion. On regarde ça. Allô, vous êtes bien sur la boîte vocale de Madame Mambo. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci. Allô chérie, sachant qu'aujourd'hui est un grand jour pour toi, permets-moi de cristalliser mes émotions sur cette chanson. Je t'aime. Je me rappelle encore de la première fois, tu m'avais fait l'effet d'une bombe nucléaire. Mais en tout cas ça m'a permis d'y voir plus clair sur le sentiment d'amour que j'ai éprouvé pour toi. La preuve, j'ai dit à Didier, à Soulouka, man, pour cette fille-là, advienne que pourra. Et pourquoi je fais le serment solennel de t'aimer pour la vie et comme telle, dans la maladie tout comme dans la bonne santé, dans la richesse tout comme dans la pauvreté. Même si tu sortais et que tu rentrais très tard, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, crois-moi, car c'est toi que j'ai choisi pour la vie. Oh oui. Amen, je t'aime, crois-moi, car c'est toi que j'ai choisi pour la vie. Oh oui. Bato bate kamisa pipo na bomengo, mengana teki molimo pona bolingo. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi l'un des plus heureux, car c'est une chance d'avoir une femme qui possède une conscience, une grandeur d'âme, généreuse, un genre tout à fait unique. Baby, t'as changé ma vie, attends que je t'explique. Qui montage à ces gazelles qui goûtaient à ton air. Tes yeux t'as fait preuve de courage pour me garder, bien qu'à l'époque t'étais une amoureuse en herbe. Comme récompense je t'offre ma fidélité, bien méritée car c'est toi l'élu de mon cœur. Entre mes mains tu mérites le vrai bonheur. Amen, je t'aime, crois-moi, car c'est toi que j'ai choisi pour la vie.
No Nickman, no cry, no cry. Oh, Nickman, no cry, no cry. Nickman, no cry. Voilà. Le titre, c'est bien sûr NM. J'avais dit que c'était assez exceptionnel parce que, au fait, c'est un clip, oui, mais c'est une réalité, au fait. Oui, bien sûr. C'était vraiment le jour de votre mariage. Oui, bien sûr. Parlez-nous-en. D'où est venue cette idée, d'ailleurs? Au fait, quand on est réalisateur, on cherche toujours à sortir de l'ordinaire. Parce qu'un réalisateur doit avoir des œuvres qui marquent les esprits des gens et qui font parler de lui après sa mort ou quoi. Et toute ma vie, j'ai cherché comment faire un truc. Alors, je me suis dit, écoute, pour une fois, je vais essayer de faire un truc sur moi. Et ça ne va pas être un truc monté, ça va être un truc en one way. On va tourner un clip en live. Au Congo, peut-être que ça n'avait jamais été fait. Et peut-être qu'on sera les premiers à le faire. Et aussi bête que ça puisse être, la personne qui a déclenché cette idée dans ma tête, c'est un jeune frère à moi, qui m'a même fait le plaisir d'animer mon mariage, c'est le DJ Abdul. Donc, je salue de là où il est. Et voilà, on a cogité ensemble une fois. Et bon, voilà, je suis allé en studio. J'ai appelé un ami, Kassim, qui fait carrément presque tous les jingles des pubs qui passent à la télé. Je lui ai parlé de mon idée. Voilà. On l'a mûri ensemble. Et personne ne le savait, à part Kassim, qui a fait le son, et mes garçons d'honneur. Personne ne le savait. Donc voilà, c'est juste après la remise des cadeaux, il y a le MC qui a dit, bon voilà, il y a le mari qui a aussi un cadeau pour sa femme, et pouf, la chanson a commencé à jouer, la chorégraphie a commencé à se faire, toutes les caméras se sont mises en marche, et voilà, c'est comme ça qu'on a produit le truc. C'est très beau. Alors, c'est vrai, vous avez commencé il y a très très longtemps. Vous avez dit que tout au début, là, il y avait un problème au niveau des artistes, par exemple hip-hop. Vous avez parlé de Lexus, Pacha et tous les autres avec qui vous avez eu à collaborer. Il y a encore un problème de ce côté-là. Vous avez lutté, vous avez tout fait, vous avez fait des efforts pour que ces artistes-là, ce mouvement-là, hip-hop, puisse être vraiment connu. Mais qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui, s'il faut analyser par rapport à cette époque-là et à aujourd'hui? Bon, au fait... Est-ce que finalement ça va? Finalement, je trouve que les artistes avec qui on a travaillé, personnellement, avec ceux avec qui j'ai travaillé, il y en a quelques-uns qui ont... Vous pouvez les citer, on peut les connaître? Oui, j'ai travaillé avec Marshall Dixon, on a travaillé ensemble. J'ai travaillé avec Kenny Faya, je travaille avec Lexus Legal et tant d'autres. Donc il y a beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit que je ne pourrais pas tout citer maintenant. Par exemple, rien qu'avec ces trois-là, on a sorti des albums. Et des albums qui ont très bien marché. Aujourd'hui, par exemple, avec l'artiste Kenny Faya, qui n'est pas forcément très connu actuellement, je peux dire qu'après le groupe Fatima Seya, c'est le premier artiste à avoir sorti un album qui a été distribué par une vraie maison de disques ici sur place, la maison Cardia Production, avec des cassettes estampillées, qui a bénéficié d'une vraie sortie officielle avec conférence de presse et tout le tralala qui va avec. On a essayé de faire en sorte que les artistes aient le même statut que les artistes de l'autre rive, c'est-à-dire ceux qui font la musique Ndombolo. C'était ça mon combat depuis le début. Donc avec Marshall Dixon, on a fait ça, avec l'album 100% tapage. On peut dire que on a, moi et mon équipe d'avant, avec Marshall, nous sommes peut-être les premiers à avoir fait des grands concerts payants pour un artiste rappeur, à qui on a fait au Cinépolis, un 24 décembre, payant. C'était, je crois, 5 ou 10 $ comme ça. Et la salle était archi comble. On l'a fait à la Halle de la Gambé. Avec Lexus Legal, nous venions de sortir l'album 5e Doigt. Un album uniquement dédié aux enfants. Et je peux peut-être dire qu'aujourd'hui, sans mâcher les mots, avec cet album, je peux dire, parce que c'est moi qui étais vraiment chargé de la vente de cet album, je peux dire qu'aujourd'hui, dans le mouvement hip-hop congolais, c'est l'album qui s'est le plus vendu.
Donc, quelque part, je trouve que j'ai réussi mon coup. Mais quand on fait des choses comme ça... Le plus vendu, pourquoi? Parce que ça a été bien fait ou bien parce que c'est un album qui a retrouvé un souci, c'est-à-dire servir les enfants? Au fait, c'est un ensemble de choses. Parce qu'un produit, pour qu'il se vende bien, il faut qu'il soit commerciable. Quand on parle de commerciable, il faut qu'il y ait un besoin. Après le besoin, il faut trouver les consommateurs. Après les consommateurs, il y a un problème de management. Il faudrait qu'il y ait des gens qui rendent le produit visible, qui fassent bien la pub, la promotion qui va avec. Et c'est à partir de cet album qu'on a eu beaucoup de contrats. On a voyagé un peu partout. Et voilà, j'en suis fier. Mais moi, mon souci, ce n'était pas forcément que mes artistes réussissent, mais qu'à travers ce que nous avons fait, que les jeunes qui arrivent aujourd'hui prennent exemple sur cela pour essayer de créer leur petite structure à eux et puissent booster les autres artistes. Ah, mais là, c'est peut-être parce que vous, les aînés, vous n'avez pas eu le temps justement d'expliquer tout cela Oui, mais aux jeunes. Mais écoutez, tonton Jack, les jeunes, il y en a tout plein Ils n'ont fait aujourd'hui. que voir ce que vous avez fait, mais sans trop comprendre comment vous êtes parti d'où pour le faire. Et voilà. C'est Vous n'avez pas expliqué. Ça, c'est encore une autre question. Mais comme j'essaie de vous le dire, les jeunes, il y en a aujourd'hui tout plein. On ne les connaît pas tous parce qu'on est un peu trop carré dans nos occupations aussi. Mais il y a quand même des jeunes qui nous approchent. Ça, je dois être franc. Il y a quelques jeunes. Et à eux, on leur apprend. On leur dit des choses. Et à chaque fois que moi, je rencontre des jeunes comme ça, on essaie de discuter. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré, il y a des jeunes qui sont venus faire des vidéos chez nous, là. Et ils ont travaillé avec mes assistants. C'est quand je regardais la vidéo que j'ai entendu des mots pas très bien, que je ne peux pas forcément citer. J'aurais posé la question. On comprend. J'aurais juste posé une question. Est-ce que... Des mots d'oiseaux. Voilà, voilà, comme tu dis. Je leur ai juste posé une question. J'en ai choisi un au hasard. Je lui ai demandé, est-ce que ta mère a eu le temps d'écouter cette chanson? Oh non. Bon, j'ai dit, est-ce que tu fais cette chanson pour qui? Non, on l'a fait, mais bon, j'espère qu'un jour, il y a des gens qui écouteront. Mais est-ce que tu as un public cible? Oui. Qui? Ouais, tout le monde. Bon, tu penses qu'avec la phrase que tu as sortie là, que si la mère de ton pote, par exemple, écoutait ça, est-ce que tu penses vraiment qu'elle autoriserait encore son fils à faire de la musique? Et on a commencé à parler comme ça. Et à la fin, il était un peu découragé parce qu'il avait déjà dépensé son argent pour faire la chanson et tout. Mais en tout cas, il m'a promis, vieux, ce que tu m'as dit a déclenché quelque chose en moi. Je crois que pour la prochaine, j'essaierai d'adapter un peu ce que tu viens de dire, tout ça. Et merci pour le conseil. Par exemple, on le fait. Et on l'a fait pour beaucoup d'autres jeunes qui se battent. Mais bon, on ne peut pas forcément tout faire. Comme j'ai toujours dit, on ne peut pas changer le monde. Mais si on arrive à changer ce qu'il y a au moins autour de nous, ce serait un début. Et que chacun prenne exemple. Voilà. Parmi les artistes avec qui vous avez travaillé, vous avez cité le groupe Fatima Seiya. Oui, mais avec le groupe Fatima... Oui et non. Oui et non, parce que avec le groupe Fatima Seiya, j'ai plus travaillé en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, mais je n'étais pas impliqué dedans. Mais sinon, vous gardez des bonnes relations. Si, des très bonnes relations avec Bimon, avec Didi. On était ensemble quand ils ont perdu leur maman. On était là, on a partagé le malheur ensemble. Voilà. Donc, on pourra regarder maintenant un des clips que vous avez pu réaliser pour Fatima Seiya. C'est parmi les tout derniers d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Ndunguzi Tende, c'est ça. Voilà. On va regarder ça tout de suite. Juste un extrait.
kwanga ezanga nango tina pena ne Voilà, ça c'est Ndunguzintende. Ndunguzintende. J'ai toujours eu du mal à prononcer ce nom. C'est Ndunguzintende, le c'est petit piment qui pique. le tout petit piment là qui pique. Oui, oui. Ndunguzintende. Voilà. Signé bien sûr Fatima Seiya. Allez. On a parlé de la réalisation, de la production, mais on a tellement des choses à se dire. Mais il y a aussi, depuis un temps, vous parlez de, allez, on va appeler ça un événement, l'événement plus de couleurs. C'est quoi? Plus de couleurs, c'est un événement ou pas? Plus de couleurs, c'est, avant d'être un événement, c'est d'abord un état d'esprit que nous voulons que les gens adoptent. Parce que plus de couleurs ne sera pas seulement qu'un événement, mais ce sera un ensemble d'activités qui continuera, qui va se perpétuer d'année en année, dont le but est de casser le mythe racial, de casser la xénophobie, de casser tout ce qui est discrimination, en particulier envers les albinos. Plus de couleurs, pourquoi? Pourquoi l'albinisme serait, je sais pas, une espèce d'hérésie ou, je sais pas moi, un truc pas bien? Parce qu'en Afrique, déjà, vous êtes considérés comme des sorciers ou des esprits. Ah oui. Ça, c'était. Et vous faites peur. Oui, ça c'était à l'époque. C'était à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand je dis que c'était à l'époque, c'était par rapport à ses pensées. Mais ses pensées n'étaient pas vraies. Je ne pense pas que pour être sorcier, pour avoir des gris-gris, il faudrait forcément être albinos. Non, mais on dit que ça, c'est ce qu'on raconte en Afrique, hein, que vous n'êtes pas que des sorciers, vous êtes vraiment des esprits. Des esprits. Oui. Censés faire quoi? Des esprits maléfiques. Oh, si j'avais été aussi maléfique que ça, j'aurais déjà possédé Biwan. Un peu comme des djinns. Non, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Être albinos, du point de vue scientifique, et peut-être, c'est juste un manque de mélanine. Donc, quand on naît, il y a le petit ingrédient là qui colore la peau, qui omet d'être injecté en nous. À part ça, il n'y a rien. Alors rien de différent entre une personne de peau noire et une personne albinos. On raconte même qu'on ne peut pas voir, c'est difficile de voir le cadavre d'un albinos. Excusez-moi, je pose ces questions-là comme ça. Non, ça ne me dérange pas du tout. Oui, on entend parler de ça un peu partout. On ne peut pas voir votre cadavre. Non, un albinos qui meurt, on ne peut pas voir. C'est faux et archi faux. Et pourtant, il y a quelques mois, on venait d'enterrer un des nôtres. Donc quand je parle d'un des nôtres, je parle des albinos. Un chanteur qui s'appelait Ladi Couleur, paix à son âme, qui évoluait dans le groupe Viva la Musica, dont on s'est battu pour pouvoir organiser les obsèques. Et comme tu le dis, il y avait un monde fou. À un moment, on croyait que c'était ses fans. Or, c'était par curiosité pour voir comment son corps allait disparaître. Si réellement il y avait, voilà. Il y avait son corps. Jusqu'à l'enterrement, on avait même demandé, j'ai demandé exprès qu'on ouvre, pour quelques secondes, qu'on ouvre le cercueil. Et ceux qui étaient là ont vu que le corps était toujours là. Jusqu'à l'enterrement, le corps était toujours là. Il n'a jamais disparu. Donc c'est des préjugés que les gens se font parce qu'ils ont peur de la différence. Et nous, à travers plus de couleurs, nous venons essayer de briser la glace, essayer de casser cette différence pour montrer que un albinos peut être encore meilleur qu'une personne de peau noire et une personne de peau noire peut être meilleure, vice versa. On est tous humains au départ. Il n'y a rien qui nous différencie. Ces problèmes de coloration ne font que donner de l'esthétique. Parce que plus de couleurs, c'est plus de diversité, plus le monde est embelli, plus c'est beau à voir. Donc, Dieu... Parce qu'on ne peut pas voir que des noirs, il faut bien qu'il y ait aussi des rouges, des Moi, j'ai jaunes. toujours dit que Dieu est le plus grand mathématicien, le plus grand scientifique, le plus grand peintre. Si Dieu a créé 5 continents avec 5 couleurs différentes, et aujourd'hui, tu verras qu'aux États-Unis, avec le métissage, les couleurs ne font que s'accroître. Tu verras aujourd'hui, le métissage est devenu tel que tu peux voir une femme avec le physique d'une femme noire, la peau blanche et les yeux bridés d'un asiatique.
et les longs cheveux d'une Colombienne. C'est beau ça, C'est j'imagine. Toujours encore plus de couleurs. Plus de couleurs. Laissez-moi quand même poser cette question de curiosité, puisque nous parlons de plus de couleurs. On a vu le tout premier clip, c'était lors de votre mariage. Votre femme, on voit bien qu'elle est noire. Ouais. Alors oui, c'est votre femme aujourd'hui, mais avant de la rencontrer, pour la convaincre justement de vous épouser, comment vous avez fait? Quelle était la réaction dans sa famille, sa réaction à elle, la réaction de son entourage, En fait, de votre entourage aussi? En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir dans les origines. Je vous en prie. En fait, moi déjà au départ, en tant qu'albinos, je parle d'abord de moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille dont les parents étaient conscients de ce qu'ils avaient comme responsabilité. C'est-à-dire qu'un albinos n'est pas un être comme tout le monde. Ça, il faudrait le reconnaître. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait de manquer la mélanine fait que nous manquons de protection dans la peau. Ok. Donc, un albinos nécessite beaucoup d'entretien, beaucoup de soins, et il faudrait l'épargner de beaucoup de choses, comme par exemple le soleil. Ok. Mais à part ça, un albinos reste un être humain comme tout le monde. Ok. Et mes parents étaient conscients de ça. Et surtout que je suis l'unique fils de mes deux parents. Ok. Donc voilà, ils ont pris conscience de cela. Mon père, c'est quelqu'un de très cultivé, un des élites du pays. Et il a tenu à ce que je fasse beaucoup d'études. Donc la preuve, il a voulu faire de moi un homme à tout faire. En fait. Mhm. C'est pour ça que tu verras que mon cursus, il est assez costaud. Donc à part mes études de droit, j'ai fait des études de réalisateur, des études de management, des études de marketing, et j'en passe, beaucoup de formations en passant. Mhm. Donc il avait voulu que je sois un vrai gentleman, quoi. Et même quand je suis... Et les résultats ont fait que même quand je suis allé à l'école, j'étais un peu le chouchou de tous mes potes, les chouchous des filles. Voilà. Je n'ai jamais eu ce problème de complexe pour pouvoir aborder une fille. Oui. J'ai déjà été très précoce par rapport à ça. Déjà, excusez-moi de le dire à la télé, mais j'ai connu le sexe très jeune. Ok. Parce que déjà, je n'avais pas ce complexe pour aborder les femmes. Et c'était pour moi un défi. Des fois, je me posais des questions. En tant qu'albinos, est-ce que j'arriverai un jour? Bon, on essaye. Et quand on voit, oh, ça marche. Donc, je suis un être comme tout le monde. Et voilà. Donc, même le jour où je l'ai abordé, c'est-à-dire mon épouse, voilà, je l'ai abordée comme n'importe quel homme aborderait n'importe quelle femme, et elle a réagi comme n'importe quelle femme réagirait. Oui, justement, Voilà. sa réaction, elle était comment? Non, et bon, elle n'avait pas réagi de façon spéciale. Donc c'est l'homme qui parlait, c'est les paroles de l'homme d'abord qui l'ont impressionné avant la couleur de l'homme. Donc elle a réagi, elle a d'abord succombé à mes paroles. Donc, et elle aussi, c'est une femme qui est issue d'une bonne famille. Donc les gens qui ont étudié, qui ont bénéficié de beaucoup de culture, on a très bien reçu dans ma belle famille. Donc je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a... Donc il n'y avait pas de problème, même les invités, ils ont compris. Même pas. Je ne sais pas si les gens spéculaient intérieurement, mais extérieurement comme ça, je n'ai jamais rencontré un seul obstacle. Alors, Pas du pour tout. revenir à plus de couleurs, justement, est-ce qu'on peut connaître la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé? Oui, c'est vrai, vous vouliez faire voir les choses autrement, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre motivation derrière ça? Est-ce que vous-même ou bien vos amis n'ont pas vécu une sorte de stigmatisation aussi en tant qu'albinos? Si je rencontre tous les jours des albinos qui, excusez-moi de le dire, qui ne sont pas forcément très beaux à voir, mais je vois aussi beaucoup d'hommes noirs qui ne sont pas très beaux à voir non plus. Non plus. Donc pour dire que même l'albinos qui est un peu négligé, un peu moins propre, ne fait pas objet d'être un phénomène de foire. Voilà. Et pendant un bon moment, nous avons été habitués à voir les albinos d'un mauvais côté. C'est-à-dire quand on nous présente un albinos, c'est un être qui est couvert de boutons, qui est pas très beau à voir, qui fait pitié, et on doit l'aider, on doit avoir pitié de lui. Et moi, je me suis dit, mais écoutez, moi je suis pas comme ça. Comment on peut faire une mauvaise pub des gens qui me ressemblent? Donc quelque part, on vend une mauvaise image de moi aussi. Alors que personnellement, dans mon entourage, les albinos que je connais sont des albinos qui sont très vendeurs de leur personne.
qui sont les filles que je connais, sont très belles, sont parmi les plus belles filles du pays. Oui. Et je me dis, mais non, on va essayer de se vendre autrement. J'ai parlé à mes amis, je leur dis, ben écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Mais là, on se le disait toujours. Mais le leitmotiv, la chose qui a vraiment déclenché cela, c'est quand un jour, M. Chaka Kongo m'a appelé pour me dire, Yann, ben écoutez, M. Yann, je suis avec l'un des vôtres à l'hôpital, à Mamaemo, qui est ici pendant plusieurs semaines. Et voilà, il n'y a personne qui veut lui venir en aide. Même le groupe dont il faisait partie, je fais comme s'il n'avait jamais existé. Est-ce que toi, en tant qu'albinos, d'abord, en tant qu'albinos, tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, Monsieur Chaka, même si c'était une autre personne, j'aurais fait pareil. Je veux d'abord réagir en tant qu'être humain. Et voilà, j'ai essayé de sensibiliser beaucoup de personnes dans la chaîne B1, dont je remercie le DG, M. Guintoto, pour son implication dans ce dossier. J'ai contacté beaucoup d'amis. Je remercie encore infiniment l'honorable Henriette Ouamou, qui ne cesse de s'impliquer dans ce que je fais. Et on a essayé de se battre pour donner à ce garçon des obsèques dignes de ce nom. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient que par rapport au manque de moyens, on aurait directement fait passer le corps de la morgue au cimetière. Oui. J'ai trouvé que ça faisait passer un très mauvais message. Et je me suis dit non, on va s'impliquer à fond pour lui donner des obsèques dignes de ce nom. Et quand j'ai parlé avec les autres, on s'est dit mais pourquoi s'arrêter là? Il y a tellement de choses à faire. Et je crois que d'ici là, on va même lancer un magazine. Je crois que si même la chaîne B1 est partenaire, nous pourrons même travailler de commun accord. Un magazine que nous appellerons Fiers de l'être, qui consistera à mettre en valeur non seulement les albinos, mais les personnes qui ont tendance à être un peu marginalisées. Voilà. Et montrer leur bon côté, montrer que c'est des gens qui peuvent être rentables dans la société. Moi, aujourd'hui, sans pouvoir me bomber les torses, je fais partie d'un des meilleurs réalisateurs du pays, mais je suis albinos. Donc ça ne veut pas dire que être albinos, c'est l'objet de faire de sa personne un phénomène de foi ou d'être de plus minime. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que votre lutte en tant qu'albinos ressemblerait un petit peu aussi à la même lutte que les Noirs, par exemple, en tant que Noirs? Parce que les Noirs revendiquent, dans certains coins, ils sont quand même encore toujours mal vus. Les albinos, pareil. Est-ce que c'est un petit peu la même lutte? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que quand les Noirs revendiquent leurs droits, c'est en tant qu'être humain. Ce n'est pas en tant que des êtres différents qui font pitié. Non. Ok. C'est en tant que des êtres humains qui ont leur place dans le monde. Ok. Donc les Noirs ont le droit d'être dans la même classe. Mais vous avez déjà quitté ce stade-là de personnes vulnérables. Oui. Donc votre lutte est quand même assez différente aussi. Ma lutte. En tant qu'être humain. Oui, moi personnellement, je lutte en tant qu'être humain. C'est pour ça que j'ai dit oui par rapport au combat des Noirs. Mais mon autre combat, c'est de faire la publicité des albinos comme des êtres vendeurs. Parce que même dans Plus de couleurs, dans le deuxième jour, parce que la première campagne qui va se passer au mois d'août aura comme deux premiers qui se passera en 3 jours, dont les premiers seront des conférences. Le deuxième jour du conférence consistera à réunir le plus de femmes albinos, et c'est une conférence qui sera présidée par une grande dame qui s'appelle Patience Barandengue, qui travaille pour une grande banque de la place, qui dirige un grand département qui s'appelle Ladies First. Et à travers cette conférence, elle aidera les albinos, les femmes albinos, à créer des entreprises, à avoir l'esprit dans l'entrepreneuriat et à utiliser l'albinisme comme atout marketing pour un business. Bien sûr. Parce qu'il y a des femmes albinos, comme je te l'ai dit tantôt, qui sont très vendeurs de leur personne. Et qui peuvent, la particularité des albinos, c'est que les albinos ne laissent jamais les gens insensibles. Quand un albinos passe, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un de différent qui est passé. Mais nous voulons que cette différence se fasse dans le bien et non dans la bassesse. Okay.
Parce qu'il y a des gens qui passent à la télé. Est-ce que ça marche déjà? Est-ce que c'est Oui. par rapport à ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que vous sentez que c'est bon, ça marche, Mais si ça évolue? Mais si tonton Jacques me reçoit sur le plateau. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous connais depuis. Hein. Oui, mais si quand même tu arrives à me recevoir pour en parler, c'est que le message passe, c'est que le signal est en train d'aller. Et c'est ça notre souci, de passer un signal fort qui devienne mondial. Parce que dans la première saison de Plus de couleurs, il n'y aura pas seulement des albinos du Congo, il y aura des albinos du monde entier qui viendront sur place pour essayer de faire la fête. Parce que Plus de couleurs, ce n'est pas une fête pour les albinos. C'est une fête pour l'humanité. Ok. Ce sera peut-être une première de voir dans une grande plateforme. De retrouver comme, toutes les couleurs. Toutes les couleurs de l'humanité seront là ce jour-là. Mais dominées toujours par les albinos. J'ai même vu une fois sur votre mur Facebook, j'ai trouvé ça très mignon. Vous avez écrit si vous avez un albinos à côté de vous, allez lui faire un gros câlin. Ouais. Ça, j'ai trouvé très mignon. Et les gens, ils se sont fait des câlins comme ça avec des albinos. Les gens de toutes les couleurs avec les albinos. Et ça, c'était très mignon. Ah, ça. Donc ça, c'est un des jingles de Plus de couleurs. C'était un peu le teaser, un peu le côté déclencheur pour attirer l'attention pour la campagne. Mais il faut que ça continue, les câlins. Il faut continuer. Oui. Mais attends, il n'y a encore rien qui se passe jusque-là. Donc, je peux même dire que c'est le premier message officiel de Plus de couleurs à travers cette émission. Mais d'ici là, comme je l'ai dit, il y aura un magazine qui va passer, il y aura des teasers qui vont passer, il y aura même l'hymne Plus de couleurs qui va passer, dont je réserve la surprise aux gens, mais ils verront ça d'ici là. Ah oui, un gros câlin à un albinos. Ah ça. Très bien. Et personnellement, je te réserve une albinos à qui tu feras un câlin. D'accord. Dans le clip, bien sûr. Ok, il n'y a pas de problème. On va regarder un autre clip. Hein. Les clips, il y en a tout plein que vous avez réalisés comme ça. Bien sûr. Mais je prends un des plus récents. Il s'agit de l'artiste Fally Ipupa, à travers son album Libre Parcours, c'est ça? Oui, l'album de son label, l'album où il a fait partie. Victime. F-Victime, qui est un label qui lance les artistes qui l'accompagnent et dont il s'implique personnellement. Et merci pour la confiance, parce qu'il m'a confié la majorité des vidéos. Donc c'est pas, je sais qu'un professionnel comme lui ne travaille pas forcément comme ça, mais s'il le fait, c'est qu'il a confiance à ce que nous faisons. Surtout qu'il a des clips à son niveau qui